Quand on s'intéresse aux super-héros, le problème avec Zorro, c'est que la notion de super-héros est limitée. Disons, le justicier. Super-héros, pas véritablement. Batman n'est pas véritablement un super-héros non plus. Et c'est là la grande force de ces deux séries, si on les croise, Batman et Zorro. Ils n'ont pas de super-pouvoir, hein, comme Superman ou comme d'autres super-héros qui ont quelque chose de plus de l'humanité. Audio Jungle. Audio Jungle. Zorro est un justicier rural, Batman est un Zorro urbain, avec la même configuration, c'est-à-dire la double vie, l'aristocrate riche, le repère sous la maison, le cheval est remplacé par une puissante voiture, et puis évidemment la puissance du masque, qui permet à Bruce Wayne de garder l'anonymat, et puis qui lui permet, je dirais, d'attaquer et de sidérer ses adversaires. Los Angeles est remplacé par Gotham City, la corruption militaire est remplacée par la corruption policière et politique, mais les deux font le même job. Zorro et Batman sont identiques et révèlent dans leur imaginaire ou dans l'imaginaire de ces séries, révèlent des éléments qui permettent de réfléchir à la Californie des années 1820, à l'Amérique du comic strip de 1930 ou plus largement aux États-Unis qui produisent ce type de culture. Je crois que c'est là la complexité. C'est-à-dire que ça joue sur trois registres finalement. Le contexte historique reproduit dans la série. Zorro, c'est la fin du féodalisme espagnol en Californie. Batman, c'est la grande crise de la démocratie américaine des années 30. C'est pas par hasard que la plupart des super-héros apparaissent à ce moment-là. La police est impuissante contre la corruption. Les hommes politiques sont achetés. La ville devient le milieu d'une criminalité énorme. Batman, le personnage naît, la scène est pathétique dans la bande dessinée. C'est un petit garçon qui voit son père et sa mère assassinés devant ses yeux par des crapules. Il voit une chauve-souris, il décide de prendre un animal de la nuit pour devenir un justicier. De même que Zorro choisit un animal de la nuit, le renard qui sort la nuit, pour devenir un justicier. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit d'une certaine manière qu'il y a dans l'imaginaire de la réparation, dans l'imaginaire du justicier, dans l'imaginaire de la réutilisation de la violence, parce que Batman et Zorro font quelque chose qui n'est pas licite. Beaucoup des ennuis de Batman proviennent de là. Il utilise la violence qui est réservée à la police. Zorro utilise la violence qui est réservée à la garnison militaire de Los Angeles. Donc les deux nous disent la même chose. À partir d'un certain moment, lorsque l'État ne remplit plus ses missions de protection, de police, de vertu politique, eh bien, il ne reste qu'un seul recours, c'est le recours du justicier. Et ça traverse, je dirais, toute la série, je dirais, toute la culture populaire depuis la fin du XIXe siècle, autour de ce personnage, répond à ce déficit. Zorro, c'est un déficit de bonne autorité militaire. Il existe parce qu'il y a, au lieu que l'autorité s'exerce avec équité et bienveillance, l'autorité devient despotique. Mais un despotisme qui n'est pas imputable au roi, puisque c'est un bandit social et on ne peut pas remonter au roi, c'est le roi qui est trompé. Batman, c'est la même chose. La démocratie américaine est une démocratie très forte. Elle est trompée par ceux qui la représentent. Elle est trompée sur le sol de la ville par la police. Elle est trompée par les politiciens, par le maire, etc. Donc ce sont des héros de restitution, d'une certaine manière, d'un monde meilleur. Et je crois que cette restitution d'un monde meilleur, par Zorro, par Batman, qui est son cousin urbain éloigné, eh bien, explique évidemment aussi le succès énorme
que peuvent avoir de telles séries, de tels personnages dans des imaginaires sociaux qui sont peut-être blessés par une démocratie qui fonctionne mal, etc. Donc je crois que ça explique aussi, je dirais, le triomphe de ces personnages. Audio Jungle.